Pour le besoin de cette vidéo 1er avril, j'aimerais vous demander de prendre une banane après avoir mis cette vidéo sur pause. Si vous n'en avez pas, n'importe quel fruit devrait faire l'affaire, mais les bananes étant devenues symbole de cette chaîne et étant riches en potassium, disons que la banane devrait s'accorder avec cette vidéo. Vous l'avez ? Parfait. Je vais encore vous laisser quelques instants pour en prendre une bouchée. Savourez-la, détendez-vous, car vous venez, peut-être, d'avaler un tout petit peu d'antimatière. Je vous explique. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous préciser que j'ai eu beaucoup de mal à trouver les sources nécessaires, donc je ne pourrai, hélas, pas parfaitement m'étendre sur le sujet. Ceci étant dit, vous connaissez très probablement l'antimatière. Si ce n'est pas le cas, l'essentiel à retenir est que l'antimatière est, pour vulgariser, une sorte de matière à travers un miroir. Sa charge, entre autres, sera l'exact opposé de celle de la matière dite classique, à savoir celle qui vous compose, qui compose votre maison, qui compose la Terre et qui compose de façon générale l'univers tout entier. Enfin, pour terminer, si une particule de matière et d'antimatière entrent en contact, les deux s'annihileront en produisant 100% d'énergie. Il est donc impossible à l'antimatière de survivre longtemps dans notre univers sans être annihilée. Cette réaction est d'ailleurs la seule connue à transformer 100% de matière en énergie, sans aucune forme de perte. Si l'antimatière s'avère donc une possible source d'énergie à haut rendement et non polluante, elle est en réalité quasiment impossible à créer. L'énergie requise pour en produire quelques atomes est très importante, et elle est extrêmement, vraiment extrêmement rare dans la nature. On en trouve, cependant, dans la ceinture de Van Allen, par exemple, mais je vous renvoie à mon épisode dédié à cette ceinture. Cependant, vous vous en doutez, l'antimatière a une durée de vie très courte et est très difficile et coûteuse à conserver dans le temps. Pour en revenir à votre banane, celle-ci est riche en potassium. Une maigre partie de ce potassium est du potassium 40, un radioisotope constitué de 21 neutrons et 19 protons, d'où le 40. Ce potassium 40, qui est donc radioactif et représente 0,017% de la masse de votre banane, va se décomposer naturellement en émettant un rayonnement. Lors de sa décomposition, le potassium 40 va parfois émettre un antineutron ou, dans 0,001% des cas, un positron, un électron à charge positive, pour simplifier, des particules d'antimatière. Avec une banane moyenne d'environ 150 grammes et 15 cm, une de ces particules est émise, en moyenne, toutes les 75 minutes. Si la banane est souvent utilisée comme exemple, c'est d'ailleurs pour ça que l'on mesure humoristiquement la radioactivité en banane, elle est très loin d'être le seul produit nous entourant qui contient du potassium, et donc du potassium 40, ou de façon plus générale des éléments radioactifs qui ne sont pas du tout dangereux pour notre santé. De façon plus générale, la radioactivité est partout, sans qu'on ne prenne la peine d'y penser, et sans qu'elle ne soit une réelle menace pour nous. Mais ça, c'est un autre sujet. En résumé, une banane est radioactive et peut générer de l'antimatière. Vous vous attendez assez logiquement à entendre un superbe poisson d'avril de ma part. Même pas. De ce que j'en sais et en toute bonne volonté, l'information est vraie, mais elle était, je pense, une très bonne petite anecdote pour ce jour. Alors pensez-y, la prochaine fois que vous mangerez un réacteur nucléaire à antimatière de 150 grammes et 15 cm. Sur ce, je vais clôturer, je crois, cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une vidéo, cette fois-ci plus conventionnelle. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.